Et on a réuni 4 acteurs qui sont, je pense, assez bien complémentaires. Je vais vous les présenter rapidement. Je commence tout au fond par Christophe Doré. Vous êtes CEO de Monetrack. Alors, c'est un projet que vous allez nous expliquer, mais qui, pour résumer très, très rapidement, tourne à la fois autour de l'assurance et autour aussi de l'e-commerce, quelque part. Alors, je vous laisserai la parole tout à l'heure pour que vous détailliez un petit peu tout ça. Vincent Jacques, vous êtes le fondateur de Pépite. Alors, Pépite, c'est une crypto-monnaie. On peut le dire comme ça. Donc là aussi, vous allez nous expliquer pourquoi une nouvelle crypto-monnaie, quel est son périmètre, quel est l'intérêt et l'usage qui en est fait aujourd'hui. Grégory Chenu, vous êtes chef de projet de développement marketing au Crédit Agricole. Alors encore le Crédit Agricole qui est mis à l'honneur, visiblement très innovant. Et donc vous représentez le grand réseau bancaire et les usages possibles de la blockchain. Et pour finir, Clément Franco, vous êtes le CEO d'Utocat. Alors Utocat, c'est un éditeur de logiciels autour de la blockchain qui va aider donc des acteurs à être mieux présents sur ce segment-là. Donc vous êtes bien complémentaires tous les 4. Je vais peut-être commencer par Grégory Chenu. Donc on parle, alors la blockchain, on en parle depuis longtemps maintenant. Ça fait quand même 4-5 ans que c'est sur les lèvres de pas mal de gens, de pas mal d'investisseurs. On entend beaucoup parler d'expérimentation, de projets, de proof of concept, comme on dit. On commence à voir des choses assez visibles. L'an dernier, une banque 2018, on avait par exemple un assureur, AXA, qui parlait de Fidzi, une assurance autour de la blockchain qui fonctionnait, qui était en production. Mais on voit quand même assez peu de choses. Alors, est-ce qu'au Crédit Agricole, il y a des choses qui sont déjà visibles, qui sont déjà en production, qui tournent, qui dépassent en quelque sorte l'aspect purement expérimental? Merci. Alors, aujourd'hui, on n'a rien de réellement en production et de manière massive. Ça c'est vrai. Je dirais que l'année 2016-2017, il y avait une grosse hype sur le sujet. En 2018, ça a un petit peu descendu. On a l'impression qu'en 2019, ça va repartir tranquillement. Sur les projets, je dirais que plus que parler des projets en tant que tels, c'est les axes sur lesquels on travaille. Le premier, c'est les transferts internationaux. Donc là, par contre, c'est un projet qui a été plus qu'avancé, puisqu'on a fait une expérimentation avec Ripple entre la Suisse et la France, donc pour faire des transferts internationaux avec change. Donc là, plutôt une très bonne expérimentation qui s'est très bien passée. Là, juste pour expliquer sur ce sujet-là, qu'est-ce que la blockchain permet d'apporter dans ce cas de figure-là? Donc il y a du change, donc j'imagine qu'il y a des délais. Alors, l'expérimentation en tant que telle était dédiée à quelques clients qui étaient clients de la Caisse des Savoies et qui étaient aussi clients de notre filiale en Suisse et qui régulièrement devaient faire des transferts de la Suisse vers la France. Aujourd'hui, un transfert de ce type-là, via le système bancaire classique, c'est 3-4 jours et taux totalement opaque, c'est-à-dire que vous ne voyez pas, vous voyez simplement un jour le crédit, donc vous comprenez quel était le taux de transfert. Et là, on est passé dans cette expérimentation où le client peut voir les deux comptes en même temps, donc il y a une agrégation de comptes. On lui affiche le taux qu'on va lui appliquer, et lorsqu'il valide, dans les 10 minutes, le transfert a eu lieu. Donc, totale transparence et rapidité extrême. Donc là, c'est vraiment sans couture et surtout très bien perçu par le client. Donc ça, sur la partie transferts internationaux. On regarde deux autres axes qui sont, tout ce qui est amélioration de nos processus avec tout ce qui est les fameux smart contracts dont on parle. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour améliorer nos processus internes et de livrance aussi vers les clients. Et puis, troisième axe de travail aussi, ça va être tout ce qui va être archivage ou, on va dire, horodatage des transactions, voire même des processus que l'on fait. Donc, demain, j'envoie un document papier. On a fait des tests, par exemple, dans le secteur entreprise. On envoie des documents papier. On l'envoie sous format email, mais le client, tant qu'il n'a pas reçu le papier envoyé par coursier, ne considère pas ça comme étant un élément tangible. Eh bien, on fait la transaction, on la met sur une blockchain, et donc le client va pouvoir se connecter sur notre blockchain à nous, vérifier que la transaction a bien été faite par le Crédit Agricole, et donc considérer que le document qu'il a reçu par email est le bon. Donc voilà un exemple d'utilisation de la blockchain pour archiver / horodater des transactions, enfin des documents qu'on envoie vers le client, mais on l'imagine aussi sur des processus internes. Oui. Pour un suivi d'audit. Vous évoquiez les smart contracts. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait définir ça comme
une sorte de process automatique qui va s'exécuter sur une blockchain. C'est un programme qui fait que sur une blockchain, une information, un processus va se dérouler tout seul une fois qu'il a été codé en tant que tel, et on n'a plus besoin d'agir. Voilà, donc on est là, on est dans une logique d'automatisation et là encore de réduction des délais d'une part et puis aussi des coûts de. Pour ceux qui avaient donc, je n'étais pas là, mais donc quand vous l'avez cité, pour ceux qui avaient vu l'expérimentation FITSI, c'est bien le système où en fait on n'a pas besoin d'organiser le remboursement du client. Ça a été codé que si l'avion est en retard, il y a remboursement automatique qui est fait. Voilà, tout un bon exemple effectivement de smart contract. Christophe Doré, alors parlez-nous un petit peu de MoneyTrack et de votre proposition de valeur. Voilà. Comment vous organisez finalement vous allez nous expliquer que MoneyTrack travaille autour justement de l'indemnisation aussi, on est dans l'assurance aussi. Comment vous organisez tout ça autour d'une blockchain ? Alors le métier de MoneyTrack, en fait, c'est de contrôler les petits montants, soit d'indemnisation d'assurance, soit de crédit à la consommation. Et tout est parti au départ de discussions avec des assureurs et des banquiers qui nous ont dit que autant pour contrôler en fait un crédit immobilier, c'est assez simple de savoir que vous avez acheté une maison ou un appartement. Ça devient assez simple aussi de savoir que vous avez acheté une voiture. Lorsqu'on commence à acheter une télé ou juste un téléphone portable, ça devient un peu plus compliqué d'être sûr qu'en fait l'argent que je vous ai donné a bien été utilisé. Et dans l'assurance, c'est à peu près la même chose, et notamment dans le monde du multirisque habitation. Donc, suite à un sinistre du type inondation ou cambriolage ou panne électrique, lorsque vous faites la déclaration à votre assureur souvent va vous demander en fait des preuves de transaction, c'est en gros une facture qui prouve qu'en fait le matériel avait telle valeur, et puis après va déterminer derrière le montant du sinistre. Et c'est souvent à ce moment-là qu'en fait déjà apparaît la fraude. Un exemple concret que vous connaissez tous, quelqu'un qui a été cambriolé va essayer de gonfler la partie sinistre en fournissant des factures qui ne sont pas souvent les leurs. Et pour autant, l'assureur va payer. Et donc, il y avait ce problème-là de comment je peux avoir de la confiance avec mes clients tout en contrôlant cet argent-là, sachant que c'est des petits montants et que je ne vais quand même pas envoyer un expert pour vérifier qu'une télé est en panne, etc. etc. Donc, on a travaillé sur le sujet avec des chercheurs, notamment on a un consortium de recherche avec l'INRIA, le CNRS et le pôle Léonard de Vinci. Et on a trouvé qu'en fait, dans la blockchain, on pouvait, je vais vous le faire très schématique, on pouvait faire un espèce de chèque cadeau ou un espèce de ticket restaurant de l'indemnisation d'assurance. C'est-à-dire qu'en gros, on utilise la blockchain pour traquer que l'indemnisation qui a été donnée est bien donnée à la bonne personne et bien dépensée dans un univers de consommation qui a été prédéfini par l'assureur ou le banquier. Et donc, on va utiliser ça pour être sûr que l'argent est donc bien dépensé et derrière, en retirer un revenu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le chèque cadeau, par exemple, qu'on en parlait, un métier que je connais très bien puisque j'ai été dans le prépayé auparavant, lorsque vous dirigez vos flux vers un marchand, le marchand vous rémunère. Et donc on s'est dit que globalement, ça pourrait être exactement la même situation si on le faisait avec un crédit à la consommation affecté sur des petits montants ou de l'indemnisation de l'assurance. Si on arrivait à le diriger vers un marchand, si tant est qu'en fait la profondeur de gamme de produits puisse convenir à vos clients, le marchand serait peut-être intéressé d'avoir du revenu additionnel et après rémunérer le banquier ou l'assureur sur l'indemnisation. Mais pour ça, il faut être sûr en fait que la transaction a eu lieu. Et pour ça, donc, on utilise la blockchain qui permet de certifier que la transaction a bien eu lieu de façon totalement transparente et sécurisée. D'accord, donc ça veut dire que si je me fais cambrioler, voler mon ordinateur, par exemple, on peut contrôler que l'argent qui m'est indemnisé est utilisé pour acheter un nouvel ordinateur chez la FNAC, par exemple, parce qu'il est souscrit au programme. C'est ça l'idée ? Ouais. L'idée, c'est... Donc, on a commencé avec un assureur. L'idée, c'est de dire... au moment où je fais la déclaration de mon sinistre avec mon assureur, en fait, le centre de gestion va vous déterminer le montant de l'indemnisation que vous allez avoir et va vous donner deux options. La première option, c'est je vous donne un peu plus avec MoneyTrack, mais vous êtes obligé d'aller chez un partenaire, ou un peu moins en cash, ce qui se pratique aujourd'hui. Le gré à gré, c'est l'indemnisation rapide avec un virement. Ce qui était au départ, en fait, une exception est devenue une singularité qui était complètement commune. Maintenant, aujourd'hui, on vous fait des virements, comme ça on est sûr que l'indemnisation est faite rapidement. Mais le problème, c'est qu'en fait, au bout de tout ça, lorsque vous faites des virements, vous avez un client sur 8 qui part en disant « j'ai été mal indemnisé, j'ai pas eu assez, etc. etc. » Donc on accélère l'indemnisation parce qu'en fait, on coupe tous nos intermédiaires et on les dirige. En fait, on fait un airdrop comme
on fait comme si on vous donnait une cagnotte en ligne, en fait, et que vous allez dépenser. Mais on vous donne surtout un surplus de service, puisque vous allez avoir un peu plus d'argent, parce que moi, assureur, je suis sûr qu'en fait, cet argent sera bien dépensé. Et donc, je couvre ma notion de risque, de fraude. Et en plus, je baisse mes coûts opérationnels, puisque je n'ai pas à faire les process que vous connaissez peut-être. Allez acheter votre ordinateur, renvoyez-moi votre facture, je contrôle que la facture est bonne et après, je rembourse avec un virement. D'accord, on reviendra après sur comment vous faites pour créer cet écosystème aussi de marchands, parce qu'il faut des marchands pour que ça fonctionne. On y reviendra un petit peu après. Vincent Jacques, Pépite. Alors Pépite, donc c'est une crypto-monnaie, comme il en existe d'autres. Oui, Quelle est sa Pépite, c'est avant tout spécificité? une blockchain pour le monde francophone pour faciliter les transactions financières, donc notamment entre l'Europe et l'Afrique. Et sur cette blockchain, il y a deux monnaies principales. La Pépite, qui est une monnaie volatile, donc qui monte et qui descend, et on s'est rendu compte sur les 12 derniers mois que du coup l'adoption dans le monde réel est assez faible parce que ça varie beaucoup. Et le Yes, qui est la deuxième monnaie, et qui elle est stable, c'est-à-dire qu'elle est adossée à l'euro. Et c'est cette monnaie qui permet de faire des transactions, par exemple dans la rémittance, beaucoup plus facilement et surtout de manière beaucoup moins coûteuse que les opérateurs traditionnels de remittance ou que les virements bancaires en fonction des montants. On est 3-4 fois moins cher qu'un acteur classique. Et donc du coup, comment ça fonctionne? C'est une manière de faire des transactions de manière décentralisée. Donc les utilisateurs s'échangent les Yes directement, comme ils pourraient, comme un virement SEPA instantané en fait. Donc là sur la blockchain, le transfert de Yes est instantané, là où et à très peu de frais. Là où un virement prendrait une semaine entre France et Madagascar par exemple, ou en passant par un opérateur alternatif de transfert d'argent, ça peut être instantané, mais très coûteux. Alors, il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui de ces monnaies, notamment Yes? Et pour quels usages, en fait? C'est quoi le profil des gens qui utilisent cette crypto-monnaie aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il y a à peu près 11 000 utilisateurs et il y a deux profils. Donc les diasporas, donc les particuliers qui l'utilisent pour envoyer de l'argent à leur famille. Donc c'est surtout des flux nord-sud. Et les entreprises, des PME, qui ont besoin de payer des fournisseurs et qui, là encore, n'ont pas envie d'attendre une semaine que le virement arrive et de payer des frais élevés. Donc les PME l'utilisent dans les deux sens, nord-sud et sud-nord, pour payer leurs fournisseurs. Et en termes de développement, vous ciblez plutôt les entreprises ou plutôt les particuliers sur ce type de... Alors les deux. Vous pensez qu'il y a un développement possible? Par nature, les côtés, flux doivent être équilibrés, puisque comme le Yes est une monnaie adossée à l'euro, il y a un collatéral qui permet d'en sécuriser la valeur. Et donc, par construction, il faut un montant de flux équivalent entre les flux qui partent de la zone euro et les flux qui reviennent dans la zone euro pour ensuite reconvertir les Yes en euros. D'accord. Pareil, on reviendra un petit peu tout à l'heure aussi sur le projet, pourquoi vous l'avez mené, depuis quand il existe, etc. Je vais laisser la parole avant à Clément Francôme du Utocat. Alors, vous allez nous expliquer aussi, Clément, ce que fait Utocat et quelles sont les solutions qu'il propose aux entreprises. Mais je voudrais aussi que vous répondiez à peu près la même question qu'aux autres aussi. C'est quels sont aujourd'hui des projets autour de la blockchain qui sont aujourd'hui utilisés, pour quels usages, et qui sont dans le monde réel? Eh bien, merci. Et puis, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est vrai que la blockchain, on en parle beaucoup et puis on ne voit pas forcément beaucoup d'usages concrets. Donc, je vais commencer par le plus concret qui était ici il y a un an. C'est en fait, on est l'opérateur blockchain pour AXA. Donc, on est la production d'AXA sur son assurance retard d'avion qui s'appelle FIDSI. Donc on loue en fait notre infrastructure technologique pour que AXA puisse opérer son métier d'assureur directement sur la blockchain à l'aide de notre service à nous, qui est notre spécialité, c'est d'être un acteur du logiciel, de la technologie, et de fournir à nos clients, banques et assureurs, une technologie à la demande. Donc Utocat, c'est deux produits. Nous avons également Catalyseur. Catalyseur est un outil qui permet aujourd'hui de digitaliser l'investissement dans le PEA des titres non cotés. Donc si vous investissez par exemple dans Utocat et que vous voulez défiscaliser cet investissement, vous pouvez utiliser le PEA. Avec notre outil, plutôt que d'avoir un délai moyen de traitement d'environ 3 semaines,
voire parfois ça monte à quelques mois. Donc il ne va sans dire que dans le non-coté, quelques mois, ça veut dire que l'investissement ne se fait pas. Aujourd'hui, en production, on a pu constater qu'on arrive à 1 à 7 jours de délai de traitement. Donc l'idée des technologies blockchain qu'on met en place, c'est qu'elles ont avant tout comme intérêt de servir le client final, qui est de fournir un service utilisable, compréhensible, qui lui facilite la vie. Et nous, on utilise la technologie blockchain comme support de confiance pour mener nos opérations. Donc comment on s'en sert? Eh bien, on va poser des preuves sur les documents qu'on manipule directement dans la blockchain. Ça peut être une blockchain publique comme une blockchain privative, ça dépend de nos clients finalement. Nous avons d'ailleurs 4 des plus grandes banques françaises comme clients et 3 qui sont actuellement en train de tester en production nos différents services. Et du coup, l'idée ici, c'est d'utiliser la blockchain comme un tiers de confiance, tel un notaire, qui va pouvoir garantir que les documents qu'on utilise lors de l'investissement ne changent pas dans le temps, que personne n'est venu les modifier. Donc, si vous voulez, il y a aussi un sujet de conformité, de garantir aux clients que les documents sont les bons, sont conformes et réglementairement parlant, utilisables pour faire l'opération financière. Donc, c'est ce que fait Utocat aujourd'hui, c'est vraiment avoir une expérience client optimale dans un univers financier qui est encore peu optimisé, par exemple dans le PEA. Très bien. Vous avez cité plusieurs choses, puis vos collègues aussi, qui sont traditionnellement associés à la blockchain. Vous avez parlé on a parlé d'automatisation, donc de réduction des délais. On a parlé de non-falsifiabilité, en quelque sorte, le fait de pouvoir être sûr qu'il n'y a pas eu de modification des enregistrements dans ces fameuses blockchains. Donc ça crée de la confiance. On a évoqué rapidement aussi la notion de blockchain privée, blockchain publique. Je voudrais peut-être qu'on revienne un tout petit peu là-dessus, parce que ça peut être mal compris. Quelle est la différence entre une blockchain publique et une blockchain privée, et dans quel cas, finalement, on doit se baser sur l'une, et dans quel cas, on doit se baser sur l'autre? Qui veut répondre à cette question? Grégory, peut-être? Non? J'ai un début de réponse. Ouais. Dans une blockchain publique, quelque part, vous allez mettre des informations qui sont donc publiques. Et je ne pense pas que quand vous faites du business, en fait, vous n'avez pas envie de tout partager. Et vous devez, à un moment donné, cacher une partie des informations. Chez Moneytrack, par exemple, on imagine qu'en fait, si un assureur travaille avec nous et que son concurrent travaille avec nous également, il va falloir cacher le fait qu'il y ait tant de transactions faites avec tel assureur et tant de transactions faites avec l'autre. Au même titre, un marchand n'a pas trop envie de divulguer les commissions qui pourraient être faites entre tel assureur et lui-même. Aujourd'hui, en fait, la technologie, elle ne permet pas de faire le business de façon totalement décentralisée. Décentralisée, ça veut dire qu'en fait, je prends la copie du grand registre et je le mets chez tout le monde. Puisqu'en fait, elle permettrait peut-être à des acteurs, après derrière, d'aller regarder ce qui se passe chez son voisin. Donc en fait, on solutionne ça en faisant une blockchain privée, donc comme si on faisait une copie de la blockchain publique. Ce qu'on appelle dans le jargon un layer 2, c'est en gros, on a la blockchain publique et au-dessus, on en met une copie. On fait notre business dans le layer 2 et on ne vient inscrire que des informations qui ne sont pas finalement très importantes en fait, au niveau public, mais qui existent quand même, qui sont A fait une transaction avec B. Le moyen de le décentraliser chez Moneytrack, décentraliser, ça veut dire demain mettre la copie de l'ensemble des transactions chez tous les acteurs, donc tous les clients ou tous les partenaires de Moneytrack. C'est de travailler sur un concept cryptographique qui s'appelle le Zero Knowledge. Alors là, j'arrête directement la partie techno. Zero Knowledge, non, mais il faut que je l'explique quand même. C'est la façon de certifier les transactions sans en connaître les auteurs. Donc ça existe déjà en fait en Israël avec une blockchain qui s'appelle Zcash. Quand tout le monde aura travaillé là-dessus, et c'est vraiment un des gros enjeux en fait de l'écosystème, on pourra en fait montrer des transactions partiellement et montrer une autre partie de la transaction totalement. Et donc on pourra en fait mettre une copie de ces registres-là partout, puisqu'en fait vous n'aurez accès qu'aux informations qui vous regardent vous, et pas aux informations qui sont issues de la propriété industrielle, des données personnelles, ce genre de choses. Donc vous voyez aujourd'hui beaucoup plus émettre, et ce sera pour terminer mon propos,
vous allez voir beaucoup plus en fait, de solutions centralisées qui sortent aujourd'hui. Mais évidemment, la V2, et tout le monde a ça en ligne de mire, puisque c'est l'ADN de la blockchain, c'est de faire en sorte en fait, qu'on décentralise l'ensemble en fait, du registre comme un réseau peer-to-peer. Mais pour l'instant, la technologie est assez compliquée à mettre en œuvre. Donc, vous voyez plus des solutions centralisées qui ont fait du vrai business bancaire, financier, etc. Oui, c'est ça. On a l'impression que beaucoup de dont on parle dans les médias autour de la blockchain, c'est des blockchains complètement publiques, très ouvertes. Mais au final, les projets d'entreprise, les projets business, c'est essentiellement des blockchains entre quelques acteurs, si je ne m'abuse. Je pense que c'est le cas dans les projets du Crédit Agricole. Clément, je pense que c'est aussi sans doute plus le cas chez vos clients, des blockchains privées que des blockchains publiques, ou je me trompe? Donc nous, notre particularité, c'est d'utiliser des technologies blockchain publiques qu'on peut venir privatiser soit temporairement, soit définitivement pour nos clients. Et en fait, pour être tout à fait honnête, les projets qui sont en production aujourd'hui sont à base de blockchain publique. D'accord. Donc AXA utilise la blockchain publique. D'accord, intéressant. Ouais. Vous avez ensuite d'autres clients que je ne peux pas mentionner directement, mais qui utilisent la blockchain privée, notamment pour des phases, on va dire, avant-projet. C'est-à-dire qu'on est encore dans un projet amont, on n'a pas encore de certitude sur la finalité du projet, donc on va commencer par une blockchain privatisée. D'accord. Sur des blockchains de consortium, donc quand vous avez plusieurs acteurs qui se mettent ensemble pour opérer cette blockchain, ça commence à faire un peu plus sens, puisque les acteurs mentionnés vont aussi opérer la blockchain. Donc on a, là pour le coup on peut en parler, c'est l'AppChain, qui est l'initiative de la Caisse des dépôts, qui a lancé un objectif, c'est d'accélérer le KYC à l'échelle de tous les acteurs de la finance française pour l'instant. Et l'idée, c'était d'utiliser la technologie blockchain pour accélérer ces différentes opérations. Et enfin, sur notre dernier produit qui est en test avec en test en production, donc, qui est actuellement en train de s'installer, la plupart des clients ont fait le choix de la blockchain publique. D'accord. Donc, oui, en fait, sur les projets de production, on est plutôt sur la blockchain publique. D'accord. Intéressant, effectivement. Je voudrais préciser, nous, sur Pépite, on a un modèle un peu hybride. C'est une blockchain fédérée, c'est-à-dire une blockchain privée sur quelques dizaines de nodes, mais dont les serveurs, donc les nodes, peuvent être détenus par plusieurs acteurs indépendants, mais sur autorisation. Donc c'est en ce sens que c'est fédéré. Donc c'est pas privé entre quelques entreprises, c'est ouvert, mais sur autorisation, ce qui a l'avantage d'être à la fois donc semi-public, on va dire, et à la fois scalable, puisque le gros problème des blockchains publiques comme Ethereum ou Bitcoin, c'est qu'elles ne sont pas scalables. Vous savez que Bitcoin ne peut processer que 3 à 5 transactions par seconde, donc c'est minuscule par rapport à un Visa qui processe facilement 15 000 transactions par seconde. Les blockchains privées ou fédérées, c'est-à-dire avec moins de nodes, elles peuvent processer plusieurs milliers de transactions par seconde, ce qui est notre cas, votre cas sans doute, et Stellar et d'autres. Oui, tout à fait. Il y a une question de performance sur laquelle on va revenir juste après. Mais Grégory, je voulais laisser la parole parce qu'on a parlé du LabChain. Là, je crois que vous en faites partie, si je ne m'abuse. Et donc, justement, comment on fait alors quand on travaille avec un consortium, finalement, de banques, pour garder la confiance? Parce que la blockchain, ça crée de la confiance par les différents mécanismes de la technologie. Mais au final, si on commence à privatiser un petit peu tout ça, ça déporte la question de la confiance finalement sur ceux qui ont les droits d'accès sur cette blockchain. Donc, quelle est la gouvernance finalement? Je dirais, pour commencer, les banques en France, aujourd'hui, la position est assez claire, c'est que les blockchains publiques, on préfère ne pas y mettre même ne serait-ce qu'un doigt. Donc le problème est entre guillemets assez vite réglé. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lance quand même des blockchains privées, eh bien, le concept quand même de blockchain, c'est de se mettre tous ensemble et de s'échanger des choses et que chacun voit un petit peu ce qui se passe. Et du coup, malgré tout, même quand on est à 10 autour de la table, eh bien, on n'est pas habitué à ces habits. Enfin, c'est un changement radical d'un point de vue en termes de posture, de dire, on met ensemble en commun et on s'échange tout et on va à peu près tout voir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un changement de positionnement qui est très fort. Et au sein de l'AppChain, on l'a bien vu lorsqu'on a monté, entre autres, quelque chose sur le KYC.
C'est que sur le principe de se dire, on s'échange les informations sur un client, parce que comme ça va nous faciliter la vie. Et le jour où il viendra chez moi, ça sera plus facile pour moi et pour lui. Et le jour où il repartira là-bas, ça sera plus facile pour moi et pour lui. Sur le papier, tout le monde est d'accord. Quand après, chacun rentre de son côté, on se dit, ouais, enfin, c'est quand même mon client. Je ne vois pas pourquoi je devrais donner les informations que j'ai sur lui à celui d'en face. Et je dis ça, voilà. Alors même que tous autour de la table, on s'est dit, ça serait quand même simple et bien qu'on ait un consortium où on s'entraide entre nous. Donc les vieux systèmes reviennent vite. Les vieux réflexes reviennent très vite. Alors l'usage le plus fréquent finalement dont on parlait des blockchains, c'est les crypto-monnaies, c'est les bitcoins, etc. Mais on a vu qu'il y avait deux problèmes. D'une part, alors on ne va pas rentrer là dans les détails, Bitcoin, est-ce que c'est un outil de blanchiment ou pas, mais il y a deux autres problèmes que je vais évoquer. Premier problème, c'est les fluctuations. Donc ça, vous l'avez évoqué, Vincent, il y a une monnaie qui fluctue beaucoup, donc c'est toujours un problème. Et puis ce problème de performance que vous évoquiez en comparant avec les transactions Visa. Donc ça veut dire que si on utilise une crypto-monnaie si on a 11 000 utilisateurs, ça peut bien fonctionner, mais qu'est-ce qui se passe quand on en a 11 millions ? Oui, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut une blockchain performante. Donc aujourd'hui, dans l'état actuel des technologies, il n'est pas possible d'avoir une blockchain publique, c'est-à-dire avec des centaines de milliers, voire des millions de serveurs. Ethereum, c'est à peu près 1 million de nodes et Bitcoin, 10 millions de nodes. Ce n'est pas possible d'avoir ce genre de blockchain très décentralisée et de bonne performance. À ma connaissance, on n'a pas encore découvert ça. Donc le seul moyen d'avoir un modèle scalable, c'est le modèle à la Stellar, Ripple ou Pépite, donc d'avoir un nombre plus restreint de serveurs, mais tout en gardant donc cet aspect transparent, puisque tout le monde peut voir l'ensemble des transactions de manière pseudonyme, on voit des adresses, on ne voit pas les noms derrière, mais on voit toutes les transactions qui se passent, ce qui veut dire qu'on peut enquêter, les régulateurs peuvent détecter la source des flux, etc. C'est sécurisé dans le sens où s'il y a 40 serveurs pour pirater la blockchain, il faut quand même en pirater 21 simultanément. Donc c'est plus compliqué que de pirater un seul serveur. Donc aujourd'hui, c'est la solution qui est en vogue, on va dire, qui est à la mode pour avoir quelque chose de scalable. D'accord. Ça fait combien de temps que Pépite existe ? Pépite, c'est depuis janvier 2018, donc 1 an. Donc c'est vraiment tout récent. Ouais. Et donc l'objectif aujourd'hui, les 11 000 utilisateurs que vous avez aujourd'hui, ça correspond aux objectifs que vous étiez fixés au départ ? Comment tout ça évolue par rapport à vos attentes ? Oui, tout à fait. Alors, on a pas mal pivoté. Comme je le disais, on est parti sur l'idée que la pépite elle-même allait être utilisée pour le transfert d'argent, pour les paiements, du paiement en ligne et autres types de transactions. Mais on s'est aperçu que la volatilité forte, comme toutes les autres crypto-monnaies non collatéralisées, empêchait l'adoption, ce qui est logique. Si j'ai 1 000 € dans mon compte et le lendemain, ça vaut, ou 3 mois plus tard, ça vaut plus que 500 € ou 200 €, c'est pas suffisamment fiable pour une économie ou tout simplement pour payer mon loyer au quotidien. Donc, d'où le lancement en septembre, donc beaucoup plus récemment, de la monnaie Yes, qui elle est stable. Donc 11 000 utilisateurs, on est tout à fait content des flux. Et là, sur ce nouveau modèle, on a même lancé la marque Yes Transfer pour montrer que maintenant, c'est du transfert d'argent autour du Yes. On est en croissance d'environ 30% par mois. Donc, on va avancer petit à petit dans les 12 mois qui viennent et voir où on arrive. Christophe Doré, ça fait combien de temps que MoneyTrack existe ? Même question. Nous, on est très jeune, puisqu'on va fêter nos 1 an dans quelques jours. Mais le projet MoneyTrack, il date quand même d'un peu plus longtemps, parce qu'en fait, au départ, il y a beaucoup de travaux qui avaient été faits avec les chercheurs avant qu'on lance la société. Et on l'a lancé, on est une fausse start-up, entre guillemets, puisque on l'a lancé, moi j'ai cofondé la société avec un fonds d'investissement. Donc on l'a lancé déjà capitalisé avec des acteurs en fait, de la banque et de l'assurance qui avaient investi dans le fonds FinTech et qui voulaient justement qu'on développe cette solution. Donc la singularité de MoneyTrack, c'est d'avoir des financements qui viennent en fait, du métier sur lequel en fait, on agit, justement ces LPs qui nous ouvrent les portes pour nous apprendre ce que c'est que l'indemnisation d'assurance, le crédit à consommation. Ce n'étaient pas des métiers qui étaient intégrés par les équipes de MoneyTrack,
Donc on a appris avec les gens qui ont investi. Et puis maintenant, ils testent la solution. Et puis si tout se passe bien, on déploie après la solution sur l'ensemble en fait, de leurs organisations. Donc c'était aussi une façon pour eux d'aller externaliser un projet blockchain. Je fais le pont avec ça, c'est peut-être une question après, mais c'est vrai que dans les grandes organisations, c'est compliqué de monter un projet blockchain. Ce que disait Grégory, c'est vous mettez 15 personnes autour de la table, au départ tout le monde est d'accord, puis à la fin un peu moins. Ou des fois, ils ne sont pas du tout d'accord d'ailleurs. Donc nous, l'avantage, c'est qu'en fait, comme on l'a externalisé ce projet-là, en fait, il ne va pas être d'accord ou pas. En fait, on teste, si ça marche, on fait, et si ça ne marche pas, ben, tant pis, on aura testé. C'est le principe même de la blockchain, c'est le consensus. Voilà. Et donc, alors, juste une question, Christophe, sur les marchands, donc auprès desquels on va pouvoir dépenser l'argent qu'on a reçu de l'assureur. Donc nous, on est référencé chez Boulanger et chez La Redoute et MPM. Et donc je touche du bois, si c'est du bois, demain chez Conforama, puisqu'on va chez Conforama pour valider tout ça. Alors en fait, c'est vous qui les recrutez. Oui, c'est monsieur qui est là-bas assis, Gilles Daribo, mon business developer. En gros, c'est très simple. On a donc ces investisseurs, donc assureurs, qui nous disent moi, je suis prêt à vous confier un certain nombre de transactions. Et on va faire en sorte justement que les gens aient un peu plus avec MoneyTrack. Comme ça nous permettra d'en toucher un revenu. Et nous, notre métier après derrière, c'est d'aller démarcher des marchands en leur disant voilà, on va diriger des flux chez vous si ça vous intéresse. On ne va pas recréer le marché. C'est-à-dire que si on a Boulanger, on n'aura pas Darty Fnac. Parce qu'en fait, un frigo Brandt, c'est un frigo Brandt chez Darty et chez Boulanger et chez Fnac et au même prix. Donc autant l'acheter chez un partenaire avec qui on démarre. Et là, pour le coup, on a pris un. Par contre, sur la partie équipement de la maison, c'est-à-dire si vous avez été inondé chez vous, on ne va pas vous dire vous êtes obligé de racheter un tapis à la Redoute, parce que pour le coup, vous ne voulez peut-être pas un tapis à la Redoute. Donc, on va essayer d'élargir un peu plus la profondeur de gamme. Donc, les marchands, on les a attirés plus avec le flux et aussi avec le fait que c'est la magie du paiement dirigé. C'est que si je vous donne 100 €, vous allez en dépenser 140. Parce que nous, très français, on pense que si on dépense moins, on perd de l'argent. Donc si je vous donne un ticket restaurant, par exemple, à 8 €, vous dépensez 10. Si je vous donne un chèque cadeau à 100, vous dépensez 140. Et donc si je vous donne une indemnisation d'assurance à 1000, il y a de très fortes chances que vous dépensiez 1200. Donc vous avez une montée en gamme chez le marchand qui les intéresse beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'un marchand, en fait, il suit tous les mois le volume de vente que l'il fait, le nombre de frigos qu'il va vendre. Et nous, on lui amène du volume. Et donc, il est capable, dès le début de l'année, avec MoneyTrack, d'avoir déjà une ligne, puisqu'en fait, nos clients assureurs nous disent, voilà, l'année dernière, on a dépensé tant sur l'indemnisation mobilière, donc ce sera à peu près tant cette année. Donc, il est capable aujourd'hui d'aller tracer de ce volume-là, et nous, on est capable d'annoncer des volumes, en fait, à des marchands, et ça leur plaît beaucoup. La dernière chose, c'est qu'en fait, pour attirer des volumes sur leur site marchand, les retailers, en fait, payent des campagnes marketing digitales sur lesquelles, en fait, ils vont avoir un commissionnement entre 12 et 18% de leur panier, enfin de leur chiffre d'affaires. Et nous, évidemment, on est beaucoup moins cher que ça. On leur propose des flux où, en fait, on va les commissionner entre 5 et 7%, sans intermédiaire, et avec une version unique de la vérité auditable par tous. Parce qu'évidemment, si vous emmenez du volume chez un marchand, il y a toujours une discussion de c'est moi qui te l'ai apporté, c'est moi l'apporteur d'affaires, vous savez, les gens qui vous suivent avec les cookies, etc. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a réussi à les attirer. Très bien. Merci. Alors, Clément Franco, pour revenir un peu à ce que j'ai dit en tout début d'introduction, donc la blockchain, ça existe depuis assez longtemps au final. Bitcoin, ça a plus de 10 ans, si je ne m'abuse. On voit qu'il y a pas mal de sociétés qui se créent autour de la blockchain. On voit que toutes les banques s'y intéressent, même si c'est encore au stade plutôt d'expérimentation. Qu'est-ce qui fait que quand même ça avance peut-être pas aussi vite que ce qu'on pouvait penser il y a 3-4 ans? Quelles sont les limitations que vous observez? Au contraire, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont vraiment là? Vous avez déjà dit que vous travaillez avec beaucoup de banques, donc c'est plutôt bon signe. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décalage entre l'engouement qui se mesure par le nombre d'articles, par le nombre de prises de parole sur la blockchain, et puis la réalité des projets qui tardent un petit peu à devenir industrialisés? Alors le point majeur, c'est que je pense que les promesses relayées par la presse grand public il y a quelques années ont pris un postulat qui n'était pas forcément le bon.
c'est que la blockchain, c'est la révolution de tous les intermédiaires, et donc tous les intermédiaires vont sauter grâce à la blockchain. Eh ben, ce postulat n'est pas correct. Le notaire existera toujours parce que son métier, c'est pas seulement d'horodater et de fixer des infos dans une blockchain, mais c'est aussi de conseiller. Et donc, tous les intermédiaires ont une part de rôle de conseil dans le système ou de la valeur ajoutée qui n'est pas forcément d'ancrer des données. Et donc, cette promesse initiale était incorrecte. Du coup, beaucoup de projets se sont lancés dans la mauvaise direction. Et donc, les conclusions étaient forcément pas très très bonnes. Je crois que Deloitte a dit que 92% des projets en blockchain sont restés à l'état de prototype. Nous, on fait partie des 8%, on est très contents. Et l'autre point aussi, c'est qu'avec la blockchain, on a eu un peu tendance à vouloir remplacer des systèmes qui marchaient très bien, comme le système boursier. Parce que ça marche quand même plutôt bien, en fait. Alors qu'on ne s'est pas attardé sur des systèmes qui auraient besoin d'évoluer, comme des systèmes basés sur du papier. Donc, nous, dès le début, on s'est attaqué à des problématiques donc déjà réelles, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin client important, un désagrément client, une insatisfaction cliente pour les banques. Et on a voulu adresser ce point-là, ce qui était un cas concret, réel et mesurable, mesuré, avec un problème existant. Et c'est en adressant un problème concret et mesurable avec les bons outils qu'on a pu avancer dans le bon sens. Par contre, tous les cas qui n'avaient pas de problème donc n'ont pas forcément eu de solution. Donc voilà un peu le point qu'on pourrait mentionner de notre côté. Il faut avant tout un vrai problème pour chercher des solutions. Grégory Chenu, avec le recul que vous avez maintenant, pareil, dans quel cas la blockchain est pertinente et dans quel cas elle ne l'est pas? Oui, je dirais que le ralentissement, ou ce qu'on a pu voir, premièrement, c'est que on a tout d'abord un problème de pédagogie et de connaissance du sujet. Aujourd'hui, malheureusement, je parle surtout de la France, mais on fait un espèce d'amalgame avec tout ce qui est crypto-monnaie, pensant que le crypto, c'est mal. Je possède des bitcoins, je possède des litecoins et autres. Je ne suis pas pour autant un dealer, terroriste, financeur du Hamas et pédophile. Je n'ai pas encore de pépites et je peux en acheter et on ne va pas devenir tout à coup des terroristes à cause de ça. Donc il y a aussi cet amalgame qui est fait entre crypto, c'est mal, blockchain, c'est parfait. Et puis, comme disait Clément, c'était tellement survendu, je me souviens encore il y a 1 an ou 2, où on me disait telle grande banque a dit qu'elle allait économiser 50 milliards, et tel autre grand cabinet d'études a dit que les banques allaient économiser 100 milliards. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je disais 50, 100, allez, faisons 200. Enfin, je veux dire, ça a été la surenchère de on va économiser des milliards et des milliards et des milliards, à ne plus savoir qu'en faire. Donc voilà, quand on survend quelque chose, évidemment, on se rend compte que 6 mois plus tard, on n'a pas des projets qui ont fait tout ça. Donc il y a un peu de nettoyage entre guillemets de l'écosystème, mais les projets vont continuer à avancer, c'est sûr. Est-ce qu'on pourra payer en yes au Crédit Agricole bientôt? Alors je vous ai dit, aujourd'hui, la position sur les cryptos est très nette. On n'y va pas. Mais quand elles se développeront, parce que ça c'est très personnel, elles vont se développer, eh bien les banques seront obligées d'y aller. On a vu un cas très particulier il y a quelques jours d'une personne qui est morte et du coup les cryptos sont perdus. Oui. Donc on voit bien que des tiers de confiance dans ces sujets-là vont devoir perdurer. Et donc les notaires vont perdurer, les tiers de confiance de type financier vont perdurer. C'est simplement, ils vont utiliser de nouveaux outils et des nouveaux systèmes. Vincent Jacques, comment vous allez convaincre les grandes banques d'utiliser vos crypto-monnaies? Donc nous, on ne s'adresse pas vraiment aux grandes banques parce qu'on offre un outil pour les utilisateurs, grand public, entreprises, pour faire des transactions en dehors des banques. Donc c'est un peu un écosystème parabancaire, de dire il y a une interface avec la monnaie fiat, c'est-à-dire les monnaies nationales. Donc on peut acheter et vendre des yes à partir d'euros. Dans chaque pays, donc en Côte d'Ivoire, Madagascar, on peut acheter
et vendent des yes. Donc là, c'est de gré à gré, hein, comme sur Airbnb où les gens se louent des appartements entre eux. Eh bien là, les particuliers, les entreprises s'achètent et se vendent les yes directement, soit avec paiement en cash, soit en passant par le mobile money ou même par virement bancaire, ou par n'importe quel type de paiement. Mais du coup, c'est vraiment un système qui fonctionne sur la blockchain en dehors du système bancaire et on crée, au final, c'est un settlement, hein, une compensation financière directement entre individus, donc de manière décentralisée, sans avoir à passer par des établissements financiers. D'accord, très bien. Il ne reste déjà plus beaucoup de temps, c'est passé très très vite. On va utiliser ce temps pour prendre des questions. Alors, il y a un micro qui arrive ici. Voilà, madame au premier rang. Voilà. Je m'interrogeais sur les modalités de réception des yes. Je me souviens d'être allée à une conférence où un spécialiste du crédit documentaire nous avait expliqué que rien ne battrait les Travelex, etc., qui avaient des réseaux extraordinaires. De réception dans quel sens Le bénéficiaire des yes. Donc en fait, en France, les gens peuvent acheter et vendre des yes contre des euros. D'accord, il y a une convertibilité face à l'euro de 1 pour 1. Et dans les autres pays hors zone euro, les utilisateurs se revendent entre eux. Donc, comme si on peut faire le parallèle avec un ticket restaurant. Si j'ai un ticket restaurant de 5 euros et je le revends à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire et va me donner 1000 francs CFA en échange de mon ticket restaurant de 5 euros. Donc là, c'est du papier, ou mon billet de 5 euros. D'ailleurs, c'est pareil si c'était un billet de 5 euros. Sauf qu'avec la blockchain, c'est électronique. Donc ça voyage de France en Côte d'Ivoire en moins d'une seconde. Et je peux le revendre à quelqu'un en Côte d'Ivoire instantanément via mon application mobile en un clic. Donc c'est décentralisé de gré à gré entre utilisateurs. Oui, mais attendez, excusez-moi. Bon, voilà, je m'appelle Aline, j'habite en Côte d'Ivoire, je reçois des yes. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des interfaces. Donc, il y a l'application mobile et aussi un chatbot Facebook qui permet en un clic d'automatiser tout le processus. Donc, je reçois 100 yes, donc 100 euros, et en un clic, je dis, bon, moi, je veux récupérer l'argent. Et dans les 10 minutes, je reçois un SMS qui dit, c'est bon, votre compte Orange Money a été crédité de 65 000 francs CFA. Vous pouvez le retirer dans n'importe quel cash point des 5 000 points de retrait Orange Money du pays. Donc pour l'utilisateur, c'est vraiment transparent. D'ailleurs, il ne sait même pas que c'est sur la blockchain. Pour lui, il appuie sur un bouton et il reçoit l'argent dans un point de retrait Orange Money, concrètement. Et donc, il y a les commissions Orange Money, dans mon exemple, à payer. Et sur la blockchain, les frais sont de 0,1% pour chaque transaction, donc très faible. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, oui, monsieur, là-bas. Le micro arrive. Oui, Christophe Chedeville, Prisma Media. C'est pour comprendre la compatibilité des usages blockchain avec la protection de la donnée, avec le RGPD. Un des principes protection de la donnée, c'est le droit à l'oubli, le droit à la suppression des données. Un des principes blockchain, c'est la non-suppression de ce qui s'écrit. Donc, comment on rend ça compatible ? Oui, alors Clément veut répondre. Donc, nous, on a construit nos infrastructures basées sur la compliance en cours et notamment RGTP. Donc, notre façon de faire, c'est tout simplement de ne pas mettre dans la blockchain les données qui auraient besoin un jour d'être effacées. Voilà, comme ça, on n'a plus besoin de les effacer puisqu'ils ne sont pas là. Par contre, ce qu'on fait, c'est que pour bénéficier du potentiel de la blockchain sur ces données, quand même, on va poser des preuves dans la blockchain, mais ces preuves ne contiennent pas les données. Si vous voulez, l'image que vous pouvez avoir, c'est une plage de sable. Vous marchez dessus, vous allez faire des empreintes. Ces empreintes, on peut les lier à vos chaussures. Mais si vous n'êtes pas là avec vos chaussures, on ne pourra pas les lier à vos chaussures. Vous voyez ? Il faut à la fois la paire de chaussures et les empreintes pour faire le lien entre les deux. Okay ? Donc si on efface les chaussures,
eh bien, on a quelque chose sur le sol, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc c'est comme ça que nous on fait pour garantir la compatibilité avec GDPR. Très bien, merci de cette réponse. Grégory, un complément? J'ajouterais juste un point. Des vols de cartes, enfin plutôt d'informations sur des cartes dans des entreprises, il y en a toutes les 5 minutes, vous en entendez parler. Si moi je vous donne une de mes adresses Bitcoin sur lesquelles j'ai fait un paiement, vous ne saurez pas qui j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté, où je l'ai acheté et quand j'ai acheté. Donc vous voyez, pour remettre en cause, après je ne dis pas il n'y a que ça. Ce que je veux dire c'est qu'il y a derrière ces technologies des avantages qu'il faut essayer d'étudier et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Dernière question peut-être, s'il y en a? Je ne crois pas. Très bien, écoutez, ça va être l'heure de conclure. Alors, d'abord, je vais remercier mes intervenants pour leur témoignage, leur expérience.